Bonjour, merci d'être là pour Midi en Normandie. Au menu du jour, la peur avec l'angoisse de la rentrée scolaire, des fleurs avec les fêtes de la Saint-Fiacre à Rouen et puis des patineurs pour Holiday on Ice. France 3 Normandie, avec le Crédit Lyonnais Normandie, vous présente Midi en Normandie. Ils sont en France 12 800 000 élèves pour 1 300 000 professeurs. Et si déjà 20% d'entre eux ont déjà effectué leur rentrée, semaine des 4 jours oblige, eh bien ils seront encore beaucoup dans les balbutiements de cette année 95-96 aujourd'hui. Bien sûr, une année scolaire génère quelques angoisses. Nous allons en parler en compagnie de Patrick Bauche. Bonjour. Bonjour. Patrick Bauche, vous êtes psychologue et psychothérapeute à Rouen. Vous intervenez également régulièrement dans des écoles, notamment pour aider l'enfance en difficulté, les enfants en difficulté pendant leur cours. Alors, nous allons parler de l'angoisse. On la connaît tous, bien sûr, on l'a tous connue un jour ou l'autre, que ce soit enfants, parents, etc., au moment de la rentrée. Qu'est-ce qui peut provoquer une angoisse dans un jour comme celui-ci? Ou d'une façon plus générale, qu'est-ce qui provoque une angoisse dans un premier temps? Alors tout d'abord, peut-être faut-il dire que l'angoisse est un phénomène naturel et entre guillemets normal. Cela veut dire que le fait d'être angoissé n'est pas en soi psychopathologique, c'est un terme un petit peu compliqué, mais c'est donc un processus tout à fait naturel. Maintenant, c'est vrai que les excès d'angoisse peuvent bloquer des apprentissages ultérieurs et il y a automatiquement donc une prise en charge adaptée à conduire. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, bon, si nous prenons par exemple l'école de maternelle, là l'angoisse va être générée très certainement et massivement par le fait d'être confronté à un univers totalement inconnu de l'enfant, et c'est cet inconnu qui va donc générer l'angoisse. Ça, c'est le tout départ. Hein. Là, on est à la maternelle. L'enfant n'a jamais vu une école de sa vie, a priori. Voilà, donc l'enfant n'a jamais vu d'école de sa vie. Ça va être la première séparation avec la mère, généralement. Et il va donc être confié à un autre adulte qu'il ne connaît pas. Et il est donc dans l'ignorance, à savoir ce que l'on attend de lui dans le système, entre autres, scolaire. Alors, vous êtes sûrement déjà très nombreux à avoir accompagné vos enfants à l'école aujourd'hui. Certains d'entre vous vont le laisser peut-être à l'école ce midi, aller le rechercher que ce soir. D'autres vont faire une nouvelle expérience ce midi en amenant une nouvelle fois l'enfant à l'école. Alors, est-ce qu'on peut se prévenir de ce qui s'est peut-être passé ce matin, c'est-à-dire des pleurs? Oui. Alors bon, comme je le disais tout à l'heure, donc les pleurs en soi peuvent relever d'un processus tout à fait naturel, car il y a donc une séparation avec la mère, donc en soi ce n'est pas des troubles psychologiques. Hein. Maintenant, je crois que ce qui est très important pour la rentrée, là, pour ceux qui vont rentrer à 13h30, c'est que les mamans demandent à leurs enfants comment ils ont vécu cette entrée du matin. Hein, qu'on puisse y mettre des mots et écouter l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant en dit? Est-ce que avec la maîtresse ou avec le maître, la relation s'est établie? Ou est-ce qu'elle est déjà embryonnaire? Est-ce qu'il a rencontré des camarades? A-t-il pu jouer? Comment s'est passée la récréation également? Le dialogue est très important, je crois que tout est basé là-dessus. Voilà, oui, je crois qu'en effet, je vais donc axer, si vous voulez, le bref exposé sur la communication. Hein, c'est pouvoir écouter l'enfant et évidemment avoir des paroles rassurantes à l'égard de l'enfant. C'est-à-dire donc le reconduire, mais on va l'accompagner avec des mots, tout en sachant qu'à 4h30, il retrouvera la maman ou le papa, il retrouvera l'adulte, le parent. Rassurer. Oui. Il faut rassurer les enfants. Est-ce que pour il y a des enfants qui vont rentrer forcément aujourd'hui, qui sont rentrés, qui vont rentrer cet après-midi, d'autres vont rentrer plus tard.
ceux qui sont déjà rentrés, etc. Est-ce qu'on aurait dû, c'est peut-être un peu tard pour certains, mais est-ce qu'on aurait dû se préparer, aller déjà visiter l'école, peut-être rencontrer des professeurs? Oui, alors en effet, dans certaines écoles, il est possible de faire des visites à partir du mois de mai ou du mois de juin, ce qui là, en effet, permet de, je dirais, de tasser l'angoisse, car déjà l'inconnu du lieu n'est plus pour l'enfant du fait qu'il a fait une visite, voire même il a peut-être pu rencontrer le maître ou la maîtresse à la rentrée, pour la rentrée. Donc en effet, quand des visites peuvent être mises en place avant la rentrée de septembre, c'est tout à fait préférable, bien sûr. Vous restez avec nous, bien sûr. On va développer ce sujet au fur et à mesure de cette émission. Vous pourrez poser vos questions, apporter vos témoignages, des témoignages récents, ceux de ce matin, peut-être en nous appelant au 35 03 05 03. Le numéro s'affiche sur votre téléviseur. Chaque jour a son lot d'ennuis, c'est un petit ennui, celui de la rentrée, de son lot de petits pépins, de galères administratives ou financières. Sur France 3 Normandie, à midi en Normandie, Sophie Bernard a choisi de faire le tour de vos tracas en vous informant, en vous conseillant au travers d'un rendez-vous intitulé Urgence. Aujourd'hui, le permis à points, figurez-vous qu'il y a une nouvelle réglementation depuis le 1er septembre 1995. En 1993, 559 morts sur les routes de Normandie. 502 en 1994. 57 de moins, c'est un grand pas, mais le bilan est encore trop lourd. 20 à 25 000 dossiers concernant le permis à points sont traités toutes les semaines au niveau national. Ça donne quelque chose comme 65 000 points retirés sur nos permis en seulement 7 jours. Ce sont les hommes qui roulent trop vite. 81% des points leur sont retirés contre 19% aux femmes. La nouvelle réglementation du 1er septembre devrait permettre de simplifier et d'accélérer le traitement des infractions. Les fautes susceptibles d'entraîner un retrait de moins de 4 points ne pourront plus faire l'objet de suspensions administratives ou de retrait de permis par les tribunaux. Avec cette nouvelle réglementation, le nombre d'infractions traitées par des amendes forfaitaires passera de 900 000 à 1,5 million. Si vous cumulez plusieurs contraventions commises simultanément, vous perdrez 6 points. Si vous y ajoutez un délit, 8 points, ce qui est le maximum. On ne peut donc jamais perdre 12 points en une seule fois. On retrouve automatiquement et en totalité nos 12 points si pendant 3 ans, on ne commet pas de nouvelles infractions, entraînant un nouveau retrait de points. On peut aussi récupérer 4 points en suivant un stage de 2 jours de sensibilisation à la sécurité routière. Alors en montant dans votre voiture, pensez à votre capital de 12 points, mais surtout pensez à votre vie et à celle des autres qui n'ont pas de prix. De retour sur le plateau de Midi en Normandie, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Bauche. Alors Patrick, c'est ce que l'on voit le plus souvent, ce que l'on entend le plus souvent au moment de la rentrée, les pleurs. Ces pleurs, sont-ils normales dans un premier temps? Y a-t-il interactivité entre les pleurs d'une maman et d'un enfant? En fait, comment se sentir quand on a des pleurs comme ça au moment de la rentrée? Oui, alors en effet, là vous ouvrez la relation mère-enfant. Donc, en effet, l'enfant perçoit très bien l'état psychologique de la maman. C'est-à-dire que si la maman elle-même est angoissée, l'enfant va être un petit peu l'amplificateur de l'angoisse de la mère. Donc, bien sûr, les pleurs, comme nous le disions tout à l'heure, c'était donc, dans un premier temps, ça peut être tout à fait naturel et tout à fait banal. Maintenant, si des pleurs persistent, ou si d'autres signes s'associent aux pleurs, tels que des troubles psychomoteurs, tels qu'une inhibition verbale, tels que l'enfant qui ne peut pas décrocher de sa maman physiquement, qui reste accroché à elle. Bon, là, auquel cas, en effet, si cela dure pendant, disons, une semaine ou 15 jours, là, en effet, un travail d'ordre psychothérapeutique pourrait venir en aide à cette difficulté. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en fait surveiller son enfant au fil de ce début d'année scolaire? Il peut se sentir en parfaite santé au moment de la rentrée. Est-ce que des petites choses comme ça peuvent se mettre en route plusieurs jours après la rentrée? Alors, plusieurs jours après la rentrée, c'est très très rare. Ou alors, lorsque cela se produit, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de l'école.
Si les premiers jours de la rentrée se sont bien opérés, bien effectués, et que l'enfant, au bout de 15 jours ou au bout de 3 semaines, manifeste à ce moment-là des signes de pleurs ou de cris ou d'isolement également, là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, mais très probablement soit au sein de l'école, voire peut-être aussi au sein de la famille. Ça peut des fois être les deux, ça peut être en interaction. Bien sûr. Une maman qui, peut-être vous d'ailleurs, madame, ce matin avez-vous eu envie de pleurer, peut-être avez-vous pleuré. Alors, cette maman qui a pleuré, doit-elle à l'avenir se retenir de pleurer? Doit-elle se laisser aller devant son enfant? Quels conseils pouvez-vous donner? Est-ce que vous pensez que ça peut jouer pour... Alors, il y a interactivité, de toute façon, il y a interactivité. Oui, alors, quoi qu'il en soit, bon, il m'est toujours très difficile de donner des conseils d'ordre pratique. Faut-il ou ne faut-il pas? Bon, de par ma position de thérapeute, je ne suis pas dans le conseil. Maintenant, je crois que, bon, instinctivement, les mamans se retiennent, ne veulent pas montrer l'émotion, mais l'enfant, je pense, l'enfant la perçoit. Néanmoins, je crois que ce qui est toujours important, c'est de revenir à mettre des mots. La maman peut dire elle-même que pour elle, il lui est difficile de laisser son enfant à l'école, car c'est également une aventure qu'il s'ouvre à elle, c'est laisser son enfant. Quelque part, la maman peut des fois avoir l'impression de l'abandonner ou de ne plus avoir ce rôle primordial qu'elle a autour de son enfant. Elle peut se sentir dépossédée de son enfant. Et donc, le principal, c'est de pouvoir le dire. Patrick Bauche, vous restez avec nous ici sur ce plateau. Vous qui êtes derrière votre téléviseur, vous pouvez vous approcher de votre téléphone, composer le 35 03 05 03 pour poser vos questions donc à notre psychologue aujourd'hui, Patrick Bauche. Pourquoi pas lui demander tout simplement si c'est vraiment nécessaire de faire intervenir un psychologue, quels sont les intérêts. On se revoit tout à l'heure. Peut-être qu'un exutoire à cette angoisse peut être le sport. Vous êtes très sportif en Normandie d'une façon générale. Certains d'entre vous aiment le golf, sont passionnés de golf. Alors vous qui aimez découvrir ce sport, François Gelman, aujourd'hui va vous résumer la compétition de ce week-end qui accueillait 20 clubs sur le parcours de Granville. Traditionnel rendez-vous de rentrée, l'Interclub de Normandie par équipe s'est disputé le premier week-end de septembre sous un ciel incertain à Granville. Le hasard du calendrier avait bien fait les choses pour les joueurs locaux puisqu'ils défendaient leur titre sur leur terrain, un des plus beaux links de France qu'il est bon de connaître pour éviter ces nombreux pièges. Les joueurs de Deauville avaient affûté en conséquence leur club pour tenter de ravir le titre, sachant qu'il fallait aussi compter sur Évreux qui avait terminé en tête la première journée devant Rouen et Léripose, Granville étant quatrième devant Omaha Beach, Cherbourg et précisément Deauville. Au fur et à mesure que rentraient les cartes au recording, il semblait acquis que Granville ne serait pas maître chez lui. Dans tous les sports, je crois que d'avoir la position de favori n'est jamais facile à assurer. Ensuite, dans le golf, il y a de multiples exemples de très grands champions qui ont des défaillances. C'est un sport qui n'est pas une science exacte. Donc aujourd'hui, on l'a vu, c'est certain que notre équipe sera déçue. Elle a beaucoup préparé cette épreuve, elle y croyait. Et puis, il y en a d'autres qui ont mieux joué. Deauville, en l'occurrence, les joueurs du New Golf ont terminé à la première place, 9 points devant Granville, qui se retrouvera en situation de challenger l'an prochain. Rouen s'adjuge la 3e place, 5 points derrière Granville. Omaha Beach finit 4e ex aequo avec Évreux. En bas du classement, surprise, Le Havre se retrouve à l'avant-dernière place, tout juste devant Saint-Gatien. Cet Interclub 95 a une fois de plus démontré la poussée des jeunes dans les clubs normands. France 3 Normandie, avec le Crédit Lyonnais Normandie, vous a présenté les 18 trous normands. Un golf, quoi de plus beau, certains sportifs vont dire, une verdure magnifique, ce qui nous amène tout naturellement à parler de la Saint-Fiacre. La Saint-Fiacre, c'est la fête du patron des jardiniers, maraîchers, horticulteurs et fleuristes. Michel Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la toute nouvelle confrérie de la Saint-Fiacre internationale. Puisque beaucoup de Rouennais le savent déjà, la Saint-Fiacre est à Rouen chaque année depuis des années et des années. 95 ans. 95 ans. Et cette année, eh bien, cette Saint-Fiacre s'internationalise. Alors, je voudrais qu'on commence par faire un petit historique. La Saint-Fiacre, exactement, à Rouen, et puis d'une façon générale, c'est quoi, ça a commencé quand, et quelle importance a cette manifestation? Est-ce que les gens l'ont vraiment dans le cœur? Je pense, à Rouen, puisque déjà à Rouen, c'était une vallée où il y avait une quarantaine de maraîchers. Le Saint-Fiacre est un moine
venant d'Irlande, qui est atterri au 7e siècle à Meaux. De là, il est allé voir l'évêque qui s'appelle l'évêque Faron, et lui demandant ce qu'il pouvait faire pour lui. Il lui a dit, c'est la légende, il lui a dit, si vous défrichez toute la terre que vous pouvez en une journée, c'est pour vous. Et là, Saint-Fiacre a pris sa bêche, a fait le tour du champ avec son livre, et tout s'est défriché, les souches se sont enfoncées, enfin bref, voilà la légende de Saint-Fiacre, et depuis qui est devenu le patron des horticulteurs, maraîchers, fleuristes et tout ce qui touche à la terre, quoi. Alors pouvez-vous nous résumer en quelques mots pour bien sûr les téléspectateurs qui n'habitent pas à Rouen ou qui ne connaissent pas cette Saint-Fiacre, que se passe-t-il chaque année au moment de la Saint-Fiacre à Rouen? Alors, chaque année, au moment de la Saint-Fiacre à Rouen, premier week-end de septembre, nous fêtons ça à la basilique du Sacré-Cœur. Nous décorons entièrement la basilique, qui est très facile à décorer, puisqu'il y a des balustres et tout. Et bien sûr, cette messe est célébrée par le père Boquet, qui se prête beaucoup à cette fête. Et cette année, bien sûr, c'est à l'église Saint-Ouen, à la Batiale Saint-Ouen. Alors cette année, eh bien, cette fête s'internationalise. Ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles que l'on va apercevoir pour cette Saint-Fiacre? Ah oui, tout à fait, puisqu'on a voulu que tout le public puisse participer. Il y a un village nature et tradition qui est bâti auprès du bassin Saint-Gervais. Et là, il y a 80 exposants. Et le village est complètement paysager. Et l'ouverture est donc jeudi et l'ouverture officielle vendredi avec M. Revet et M. le maire de Rouen. C'est le point d'orgue de ce rendez-vous de la Saint-Fiacre, ce village. Vous invitez évidemment tout le monde, Rouennais et aux Normands, bas Normands, à venir y faire un tour. Ça va être magnifique. Bien sûr, on ne peut pas encore voir un peu ce que ça va être, mais ça va être magnifique. Ça va être magnifique, je pense, du jamais vu à Rouen. Alors, le samedi, c'est la messe à 9h30 à la Batiale Saint-Ouen, dirigée avec Monseigneur Duval et le Père Boquet. Et l'après-midi, défilé dans Rouen des chars, ça sera magnifique, magnifique et très fleuri. Et là, il y a déjà une animation cet après-midi rue de la Poterne, avec, comment dirais-je, avec Monsieur Forfait qui organise, qui fait une œuvre d'art en verre. Et vendredi, structure métallique, verre, voilà, etc. Et verre. Et à l'occasion de la Saint-Fiacre, bien sûr. Et vendredi, sur l'espace du Palais, M. Monville va faire un char, composer un char qui lui roulera l'après-midi. Voilà. Alors, évidemment, pour vous qui nous regardez, qui êtes Rouennais, qui vous étonnez peut-être de dire, on parle de la Saint-Fiacre, c'est bientôt la Saint-Fiacre. Oui, on est d'accord avec vous. La Saint-Fiacre, c'était déjà ce week-end, puisque c'était la Saint-Fiacre traditionnelle qu'on a chaque année à Rouen. Du quartier Sacré-Cœur. Et vous avez prolongé jusqu'au week-end prochain, parce que ça s'internationalise. Exactement, voilà. Pour que tout le monde voit. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser éventuellement à M. Caron, n'hésitez pas, le numéro de téléphone de François Normandie est toujours à votre disposition, le 35 03 05 03. Autre invité dans Midi en Normandie aujourd'hui, Rosine Isabelle, bonjour. Bonjour. On parlait de patineurs, je vous ai parlé de patineurs tout à l'heure en présentant cette émission. Holiday on Ice, voilà un rendez-vous que l'on attend chaque année lorsqu'on habite évidemment dans les grandes villes de France, mais aussi lorsqu'on habite dans les périphéries. C'est un rendez-vous qu'on ne voudrait manquer pour rien au monde. Chaque année, un nouveau spectacle à découvrir. Rosine, vous êtes la responsable de promotion donc, de Holiday on Ice. Il faut commencer par dire que cette année, Holiday on Ice est sous la baguette de Jérôme Savary. Exactement, et fête son 50e anniversaire. Bien sûr. Ça fait 50 ans que Holiday présente son spectacle dans le monde entier. Et je crois même qu'on peut dire que le jour du 50e anniversaire, c'est à Rouen qu'on va le fêter. On va le fêter à Rouen, le jour du 50e anniversaire, bien sûr. Et puis, Holiday on Ice, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de costumes, un spectacle pour toute la famille, je crois, c'est surtout ça. C'est un spectacle grandiose avant tout. Ce ne sont plus les fleurs, mais c'est les costumes, la musique, les couleurs, le mouvement, les patineurs, bien sûr. Alors les patineurs d'Holiday on Ice, attention, ce ne sont pas n'importe quel patineur, on s'adresse quand même à des patineurs professionnels. Nous allons voir aussi des prouesses de patinage artistique. Tout à fait, bien sûr. Alors, il y a 15 nations qui sont représentées, je ne vais pas vous les nommer tous. Il y en a beaucoup, ils sont tous très bien. Quel est le thème qui a été choisi pour ce 50e anniversaire donc de Holiday on Ice? Je crois qu'on va se promener à travers les événements qui ont marqué notre vie depuis des années.
Tout à fait, sur les 50 dernières années. La libération de Paris au début, et puis après on a marché sur la Lune. Et aussi on montre les coulisses de l'Ideon Ice dans un numéro pour montrer comment on fabrique la glace, comment on change de costume, des choses qui sont assez amusantes et qui changent un petit peu. Ça, en fait, ça c'est assez étonnant. Vous installez n'importe où au l'Ideon Ice? Pas besoin d'une patinoire spécialement ou Non, l'Ideon Ice apporte ses patinoires. Donc même aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la patinoire. Il y aura de la glace dans 2 jours. Voilà, alors Holiday on Ice à Rouen du 9 au 17 septembre et puis on peut le dire d'ores et déjà à Caen également, la date du 18 au 22 octobre, ce sera au Zénith de Caen. Combien de patineurs dans Holiday on Ice? Une soixantaine dans chaque troupe, dans chaque spectacle, oui, dont une vingtaine de vedettes. Je vous propose de regarder un extrait d'Holiday on Ice, un extrait bien sûr que vous pourrez apercevoir de nouveau en allant au spectacle. Holiday on Ice. Ah oui, on a envie de verser une petite larme, de sourire, on a envie de participer aussi, mais alors personnellement je ne participerai pas. Sur la glace, ça serait léger. Du 9 au 17 septembre à Rouen, du 18 au 22 octobre à Caen, au Zénith, et à Rouen, il faut que je vous le précise quand même, c'est au parc des expositions de votre ville de Rouen. Alors vous êtes des petits coquins ou alors vous êtes des petits malins, vous avez le nez fin puisque vous êtes déjà en train de nous passer quelques coups de fil pour avoir des places pour Holiday on Ice. Eh bien je peux vous le dire maintenant avec vous, Roselyne Isabelle. Oui, allez-y, appelez-nous au 35 03 05 03. Vous aurez à ce numéro de téléphone des places pour Holiday on Ice. À très bientôt donc au cours de ce spectacle. Merci d'être venu. Je reviens à vous quelques instants. Patrick Bauche, je rappelle donc que vous êtes psychologue, présent aujourd'hui pour parler un petit peu de l'angoisse que les enfants et que les parents peuvent générer au moment de la rentrée scolaire. Alors, une question est arrivée. Si un enfant est refusé à l'école parce qu'il n'a plus de place, alors on n'a pas l'âge de l'enfant, c'est un petit peu dommage, hein, oui. Mais il n'y a plus de place. Comment en parler à l'enfant? Il a l'air d'être marqué en tout cas par cet événement, le fait qu'il ne puisse pas rentrer à l'école. Oui, alors là en effet il est difficile de donner une réponse très claire. On suppose que c'est un jeune enfant quand même, puisque... On suppose que c'est la maternelle, car auquel cas il aurait l'obligation d'être scolarisé. Mais pour ce qui est de la maternelle, bon, il faudrait également qu'on sache ce qui lui a été dit, comment l'école maternelle lui a été présentée, pour arriver à évaluer, pour arriver à comprendre comment l'enfant a imaginé ce lieu. Pour que cette difficulté qu'il éprouve aujourd'hui, à savoir donc, il peut vivre cela comme une exclusion de fait de ne pas pouvoir entrer dans le cycle maternel, si c'est un enfant de maternelle. Donc là, il est très difficile de dire qu'est-ce qu'il faut lui dire, parce que j'ignore ou nous ignorons ce qui lui a été dit, comment ça lui a été présenté. On peut imaginer qu'on lui a dit tu vas voir, ça va être fantastique, c'est super, il y a des amis, il a peut-être rencontré déjà des petits copains qui vont à l'école, un grand frère ou autre. Oui. On lui dit c'est fantastique et paf, non, tu vas pas. Oui, alors je crois que là, bon, je crois qu'il faut... J'aurais envie de dire que je m'inspirerais de Françoise Dolto,
qui disait qu'il fallait parler vrai aux enfants. Donc là, je crois qu'il faut dire le pourquoi l'enfant ne peut pas être scolarisé cette année. Hein? D'ailleurs, je crois qu'on peut étendre cette façon de penser à tous les âges et à tous vos enfants. Parlez-leur franchement. Ils sont à tout âge capables de comprendre, je crois. Hein? Parlez vrai plutôt. Parlez vrai. Un psychologue. Alors, l'intervention d'un psychologue, comment en faire la demande? Comment faire le premier pas pour aller voir un psychologue? Souvent on est un petit peu effrayé. On hésite, on se dit bon, on n'est pas malade, on va peut-être pas aller voir le psychologue. Oui. Il y a tout autre intérêt quand même. Alors, bon, le psychologue, peut-être, on peut peut-être introduire la différence entre psychologue et psychiatre, déjà. Hein. Le psychiatre est un docteur en médecine qui est donc spécialisé dans les affections mentales et les maladies mentales, et en tant que médecin, il a le droit de prescrire, donc des traitements chimiothérapeutiques. Le psychologue, par contre, n'est pas médecin, il a une formation universitaire qui est baccalauréat plus 5, c'est-à-dire licence, maîtrise et DESS de psychologie, donc le psychologue n'a pas le droit de prescrire. Et le psychologue traite les difficultés psychologiques ou les troubles psychologiques, qui peuvent être individuels, familiaux, et il peut traiter également des groupes. Ces interventions au psychologue consistent à développer l'autonomie de la personne ou d'un groupe. Voilà. Alors maintenant, où les trouver? Alors il y en a évidemment en profession libérale. Bon, vous pouvez consulter un psychologue en ville. Bon, pour cela, il y a des pages jaunes. Il y a également un syndicat national des psychologues, donc qui se trouve à Paris, donc où là les gens sont répertoriés. Donc là, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un de compétent qui a fait le cursus universitaire. Hein, donc c'est le syndicat national des psychologues à Paris. Et puis, vous avez également des psychologues dans des lieux tels que les hôpitaux, tels que les crèches, tels que les établissements pour enfants handicapés, et puis également des psychologues scolaires. Donc le psychologue, on le retrouve dans la société à différentes places, et je crois qu'on peut, selon la difficulté à laquelle la famille ou l'enfant ou les parents sont confrontés, soit consulter en ville, soit consulter dans des centres médico-psychologiques. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque l'on s'engage avec un dialogue comme ça, avec un psychologue, on ne s'engage pas pour des années, ça peut être très bref, hein. Ça peut être une aide très brève. Alors, il peut y avoir en effet des entretiens très très brefs, avec 3-4 entretiens qu'on appelle entretiens préliminaires, et ces entretiens, des fois, peuvent suffire à enrayer une difficulté, soit de scolarité, soit de relation, soit bon. Des fois, 3-4 entretiens permettent d'enrayer cette difficulté. Parfois, quand c'est beaucoup plus enquisté, là, il faut passer sur un versant psychothérapeutique, où là, il est question de travail de plusieurs semaines. Le psychologue, profession libérale, est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on va beaucoup investir dans son psychologue? Alors, est-ce que c'est cher? Les tarifs, il n'y a pas de tarif fixé. Voilà. Hein, les tarifs sont Alors, libres. autant pour le médecin psychiatre qui lui délivre une feuille de soins, il y a donc une monoclature avec une tarification sécurité sociale, il n'en est pas de même pour le psychologue. Le psychologue est complètement libre de ses honoraires. Alors évidemment, cela dépend de sa notoriété, cela dépend d'où il est placé, et puis cela dépend également de la situation économique de ses patients. C'est-à-dire qu'il peut faire des tarifs tout à fait adaptés à des gens qui socialement rencontrent des difficultés économiques. Il peut faire tout à fait des tarifs adaptés. Et puis bon, pour des gens qui sont bien intégrés, économiquement parlant, bon, la consultation, bon. Mais quoi qu'il en soit, ça fait toujours l'objet d'une discussion. Même au moment du chèque, on discute toujours. C'était la communication avant tout. Voilà, lors du premier entretien, l'argent est à l'ordre du jour. On vous a bien compris à ce sujet-là, Patrick Gauche. Merci beaucoup. Il y avait une question pour vous, Michel Caron. Vous pourrez répondre de façon personnelle. Vos parents étaient-ils maraîchers rue des Petites Eaux? Je crois que oui. On ne va pas développer le sujet, pardon. Tout à fait, tout à fait. Voilà. France 3 Normandie, midi en Normandie. Il est bientôt 12h30. Un petit coup d'œil sur votre météo.